N'oubliez pas de noter et de me poster les questions que vous vous posez au fur et à mesure, y compris sur les deux vidéos précédentes. Mais maintenant, c'est moi qui ai des questions pour vous. Pourquoi est-ce que l'hiver, quand on souffle par la bouche, on fait de la buée et qu'on n'en fait pas quand on le fait par le nez? Et pourquoi on respire pas pareil quand on fait un sprint ou quand on fait un footing? Et pourquoi on se met à respirer différemment quand on est stressé? On s'intéresse maintenant au mécanisme précis de la ventilation chez les mammifères. Sur ce scanner, vous voyez ce qui est noir, ce sont les poumons, parce que c'est l'air, laisse passer les rayons X. Et puis on voit le diaphragme qui monte et qui descend. Ça, c'est la respiration de repos. Et en blanc, ce sont les côtes. Sur ce modèle, on voit d'autres acteurs, en plus du diaphragme, repérer que les côtes se soulèvent et retombent à chaque respiration, ainsi que tout en haut, la clavicule. Alors on va faire le schéma de l'appareil respiratoire d'un être humain en coupe longitudinale, la tête sur le côté, de façon à montrer les différentes structures qui permettent la respiration. Donc vous, bien sûr, vous prenez votre feuille verticale. Moi, c'est juste que j'ai un format pour les vidéos, donc je suis obligée de la prendre horizontale, mais ce ne serait pas pertinent. Donc plutôt votre feuille verticalement. On va commencer par la partie des voies aériennes supérieures. Donc pour ça, bon, il y a le crâne, mais le crâne en lui-même ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le nez. On va lui faire un grand nez, la bouche, un petit menton, et un cou, bien sûr, puisqu'on a les voies aériennes supérieures. Ce qui nous intéresse, c'est quelque chose que vous avez déjà dû constater, puisque par chance nous faisons ce cours pendant l'hiver, c'est que quand vous êtes dehors et que vous expirez par la bouche, il y a une sorte de petit brouillard qui se forme, qui est de la condensation, parce que on a un air extrêmement humide qui sort des voies respiratoires. Il s'est équilibré avec le fond des alvéoles qui est humide, 70% d'humidité. Il ressort par la trachée, et s'il va dans l'air, et en particulier un air froid peut contenir très peu de pression de vapeur saturante, donc l'eau aussitôt se condense, repasse en phase liquide, puis elle était gazeuse au préalable, parce qu'il y a plein de petites poussières sur lesquelles on va avoir des gouttelettes d'eau. Et donc ça nous montre que l'air qui ressort par la bouche est un air humide. Par contre, si vous expirez par le nez, on a un air qui n'est pas sec, il ne faut pas exagérer non plus, mais qui est beaucoup moins humide et qui surtout ne fait pas de condensation. Ce qui veut dire que dans le nez, il existe quelque chose permettant de récupérer une partie de l'humidité de l'air, l'humidité qui est due au fait que le poumon a perdu de l'eau par rapport à l'air. Alors ce système, c'est un système circulatoire qu'on appelle système en contre-courant. On verra la notion de contre-courant à l'aide du cas du poisson. Donc c'est un système un petit peu particulier dans lequel on a une artère qui se replie sur elle-même, et il y a une particularité dans la zone du nez, c'est qu'entre le début du nez et la périphérie du nez, la pression osmotique augmente, parce qu'il y a tout un tas de contrôleurs, de transporteurs, etc. Ce qui fait qu'on a cette chose un petit peu spéciale, c'est que le sang qui est à l'extrémité du nez est beaucoup plus pauvre en eau que le sang habituel, qui lui est très chargé en eau. Donc paradoxalement, on a du sang concentré qui est présent au bout du nez. Et surtout, ce qui est important, c'est que le potentiel hydrique de ce sang est moins négatif que le potentiel, est plus négatif, pardon, que le potentiel hydrique de l'air. Ce qui fait que l'eau
passe depuis l'air vers le sang. Donc là, on a un système de recapture de l'eau, ce qui est une adaptation au milieu aérien, puisque ça limite les pertes d'eau, mais ça ne fait que les limiter. Hein, il y a toujours des pertes d'eau en milieu aérien. Vous ne pouvez pas respirer et ne pas perdre d'eau. Alors ne vous inquiétez pas pour la composition du sang qui passe dans votre nez. Certes, il est appauvri en eau, très concentré, chargé en ions à l'extrémité du nez, mais en fait, la composition du sang, ce point-ci et ce point-là, est strictement identique parce que à l'extrémité de cette boucle, il y a des échanges entre via des capillaires entre les deux parties. Le système se rééquilibre et donc le sang a changé de composition en passant dans le nez, mais il est revenu à une composition tout à fait normale et tout à fait standard à la sortie du nez. Mais entre-temps, ça a permis de recapturer une partie de l'eau qui est perdue lors de la respiration. On continue notre dessin. Donc la personne, on lui a mis la tête sur le côté. Maintenant, on descend vers les épaules. Je dessine pas ses bras. Les bras ne nous intéressent pas. Et vous êtes peut-être en train de vous dire que j'ai mal positionné mon schéma parce que je ne vais pas avoir la place de dessiner les poumons. Eh bien si, j'ai largement la place de dessiner les poumons. On a tendance à surestimer la taille des poumons. Donc pour savoir quelle taille il faut que vous leur dessiniez, ou quelle taille ils ont sur vous, vous pouvez commencer par tâter sur vous-même et repérer les clavicules. Ensuite, vous continuez en tâtant, vous allez tomber sur la première côte. Alors, on va dessiner aussi la première côte parce que ça fait partie du squelette qui intervient dans la respiration. Et puis, vous continuez à compter comme ça. Alors, maintenant, je les fais en coupe, les côtes. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, la dixième. Et on s'arrête là. Alors, c'est pas que les côtes s'arrêtent là, hein, mais c'est que au-delà de la 10e côte, il n'y a plus de poumons. Donc, toute la zone des côtes flottantes ne protège pas vos poumons. Toute cette zone des côtes flottantes, elle protège la partie supérieure de l'estomac, elle protège la partie supérieure du foie, mais il n'y a pas de poumons. Donc, on surestime grandement la hauteur des poumons. On va mettre des côtes aussi de l'autre côté. Alors, je ne vais pas forcément dessiner le nombre exact, hein. Je dessine simplement ici l'os de la côte en coupe transversale. Pour les poumons eux-mêmes, nous allons prendre les couleurs embryologiques. Donc il faut qu'ils soient verts. Si vous n'avez pas de vert, il faut que ce soit jaune. Les conduits, donc nous avons la trachée avec les anneaux de cartilage qui la maintiennent en place. Donc ça c'est du mésoderme. Hein. Ensuite, on va vers la bronche droite et la bronche gauche. Et on arrive au niveau des poumons. Donc un poumon qui va bien jusqu'à la 10e côte pour le poumon droit. Mais vous ferez attention en dessinant le poumon gauche qu'il ne faut pas le faire descendre autant que le poumon droit parce que sinon ce serait oublié que nous avons un cœur. Et ici, en fait, on a le positionnement du cœur et il y a un lobe de moins du côté gauche dans les poumons, ce qui laisse un peu plus de place pour le cœur. Alors après les bronches, on a des bronches primaires, on a des bronches secondaires, des bronches tertiaires et on finit par une toute petite structure. Je ne peux pas faire les vrais niveaux de ramification, hein, j'ai largement simplifié, qu'on appelle la bronchiole. Et au bout de la bronchiole, nous allons les faire beaucoup trop grosses, les alvéoles. Et donc l'air que nous avions dessiné précédemment fait des allers-retours entre l'air des alvéoles et l'air extérieur. Et c'est dans les alvéoles qu'il se charge en humidité.
Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que les poumons peuvent gonfler et se rétracter. Alors si j'arrête mon dessin là, eh bien c'est strictement impossible. À aucun moment, il n'est possible que les poumons puissent gonfler et se rétracter. Donc il me manque quelque chose, il me manque ce qui relie les côtes aux poumons qu'on appelle la plèvre. Alors la plèvre est aussi endodermique, mais malheureusement moi je n'ai qu'un crayon de couleur verte, et si je dessine en jaune vous allez absolument rien voir. Donc je fais exprès pour une couleur pas du tout embryologique, moi je vais prendre du violet, mais essayez-vous plutôt de prendre une nuance de vert pour bien vous rappeler qu'il s'agit bien d'endoderme. Alors pour dessiner correctement la plèvre, on a un feuillet qui est complètement collé au poumon. Si parfois je le décolle, hein, c'est une erreur de coordination motrice. Ça ne se décolle pas du tout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la plèvre interne. Et puis un deuxième feuillet, nous allons exagérer l'espacement entre les deux, qu'on appelle la plèvre externe. Et même si nous n'avons pas bien dessiné les côtes, eh bien on va exagérer, hein, parce qu'il faut que ce soit collé aux côtes, sinon ça ne fonctionne pas. Et ça fait tout le tour. Bien sûr, pareil de l'autre côté. La plèvre interne. Hop là. La plèvre externe, bien collée aux côtes. Si vous ne la collez pas aux côtes, ça ne va pas fonctionner. Et si je dessine comme ça ne fonctionne pas non plus, parce qu'il faut absolument que je légende le fait qu'il y a un liquide composé d'eau et d'ion, mais c'est l'eau qui est importante, qui est le liquide pleural. Et s'il n'y a pas de liquide pleural, ça ne fonctionne pas, parce que justement la plèvre externe va se décoller de la plèvre interne, et c'est ce qui se passe quand par exemple il y a eu un coup de couteau et qu'il y a de l'air qui rentre entre la plèvre externe et la plèvre interne. Donc cette plèvre, elle permet de coller le poumon aux côtes. Mais les côtes, elles ne bougent pas toutes seules. Et puis il nous manque en plus sur ce schéma un acteur majeur qui est le diaphragme. Donc on va rajouter les muscles de la respiration qui pour le moment sont absents. Le diaphragme, lui, c'est l'inverse. On a tendance à sous-estimer sa profondeur. Alors la difficulté de le représenter, c'est que il a une forme en demi-sphère et que nous allons devoir faire une coupe. Alors il s'accroche très profondément, mais pas tellement sur le côté. Je vais le mettre sur le côté quand même pour que vous vous en souveniez. Il s'accroche très profondément sur vos vertèbres lombaires. Donc c'est pour ça que la respiration, une respiration crispée qui pose problème peut faire mal au dos, mais inversement, des douleurs de dos peuvent gêner la respiration. Donc là, on est sur les muscles. Ça va encore, oui, vous voyez encore si j'écris là. Le muscle le plus important, on va mettre des numéros en termes d'importance. Le principal muscle de la respiration, c'est le diaphragme. Il est là tout le temps et il n'y a que lui en situation de repos qui est réellement actif. Donc pour la respiration de repos, le diaphragme, quand il se contracte, il descend. Et par contre, quand il se relâche, ça remonte. Alors ce qu'il faut bien dessiner, une fois de plus, c'est qu'il faut qu'il soit bien collé à la plèvre, hein, puisque c'est toujours la même chose. Puisqu'il est collé à la plèvre externe va bouger avec le diaphragme, va descendre avec le diaphragme et va déformer les poumons. Alors pour se souvenir que l'inspiration est active et que l'expiration est passive, on peut utiliser comme moyen mémotechnique l'expression courante. À propos d'une personne qui vient de décéder, c'est « il a rendu son dernier souffle ». Ce n'est pas « il a fait sa dernière inspiration », c'est en fait « il a fait sa dernière expiration ». Donc ça veut dire que quand on est mort, forcément c'est passif, hein,
c'est du relâchement. Et l'inspiration est active, l'expiration est passive. Donc si on est au repos, à un moment où on inspire et on expire un demi-litre, c'est principalement le diaphragme qui agit. Si on va avoir une respiration un petit peu plus ample, notamment quand on voulait aller vers des respirations un peu plus actives, sans aller encore au maximum, il y a un deuxième niveau possible, qui sont les muscles intercostaux. Donc, comme leur nom l'indique, ils sont entre les côtes. Alors, j'ai mal dessiné cette côte-là, et il faut la déplacer ici, hein, il faut qu'elle soit à proximité des poumons. Alors, vous ferez attention quand vous écrivez. Ce ne sont pas des muscles qui sont costauds, qui ont des gros biscottos. Ce sont des muscles qui sont entre les côtes. Ils sont intercostaux. Donc pas avec de D, hein. Le D c'est le muscle qui serait balèze. Là on est sur des muscles entre les côtes. C'est pour ça que je préfère écrire intercostaux que costauds. Et eux, quand ils se contractent, ils font bouger les côtes à la façon dont les côtes, dont une anse de seau se soulève à partir des articulations qu'elle a. Donc la anse de seau se soulève. Quand elle se soulève, elle monte sur le côté et donc ça écarte. Pourquoi on peut faire cette analogie pour une côte? Parce que la côte est insérée sur le sternum à l'avant et elle est insérée aussi sur les vertèbres à l'arrière. Donc ça, c'est les deux points de la anse du seau. Et au repos, vous pouvez tâter sur vous-même. Quand vous suivez une côte, c'est exactement comme une anse de seau. Elle a son point d'inflexion vers le bas. Et puis si vous inspirez, gardez votre pouce sur le côté, sur la côte, inspirez, ça se soulève sur le côté. Donc c'est exactement le même système que la anse d'un seau et un seau. Quand ça se contracte, la anse de seau se soulève sur le côté et donc forcément ça écarte les côtes. Donc ici le mouvement de contraction fait à la fois un mouvement latéral et vers le haut que je vais représenter par la somme des deux, hein. Donc en gros ça monte sur le côté et c'est à nouveau actif, hein. C'est le phénomène de contraction qui soulève les côtes. Donc ça c'est pour une respiration volontaire mais pas au maximum. Donc classiquement c'est la respiration que vous faites quand on fait du sport mais qu'on reste sur un effort modéré, du vélo par exemple. Vous n'êtes pas à votre fréquence cardiaque maximum, vous utilisez le diaphragme bien sûr toujours, mais en plus on rajoute les muscles intercostaux. Et il reste une troisième façon de gonfler les poumons. Vous remarquez que le diaphragme va beaucoup plus déformer la zone inférieure, va bien remplir le bas des poumons. Les muscles intercostaux agissent sur les côtés. Et puis le sommet des poumons, lui, il sera réellement alimenté quand la clavicule et la première côte sont soulevées. La clavicule et la première côte sont soulevées par des muscles. Faudrait mieux pas que je les fasse sortir du cou, ce serait un petit peu gênant, qui sont à l'intérieur du cou, alors qui ont des noms extrêmement compliqués. Le nom complet c'est le muscle clernostéino-mastoïdien. Nous on va lui donner la version un petit peu raccourcie d'un des muscles, on va appeler ça des scalènes. On simplifie, on prend qu'un muscle sur deux, mais sinon ça vous fait apprendre des noms dignes de l'école de médecine, ce n'est pas nécessaire. Alors on utilise ces muscles élévateurs de la clavicule et de la première côte seulement quand on est à effort maximum normalement. Donc quand on est à effort maximum, on additionne les trois possibilités. Donc respiration de repos, c'est essentiellement le diaphragme seul. Effort modéré, diaphragme plus muscles intercostaux, effort maximum, tous les muscles disponibles, donc y compris les muscles élévateurs de la clavicule et de la première côte.
Il y a cependant une autre possibilité d'utilisation des scalènes, c'est l'angoisse, le stress, l'anxiété. Et là, ce qui est un peu embêtant, c'est que ça s'auto-entretient. C'est-à-dire que l'anxiété a tendance à faire respirer beaucoup plus avec les élévateurs de la clavicule et de la première côte, mais inversement, vous pouvez générer un sentiment d'anxiété en respirant avec une respiration haute. Alors, on va pas le faire trop longtemps parce que sinon justement ça peut déclencher des crises d'angoisse si on a cette respiration très haute. Donc pour gérer l'anxiété, prenez conscience du mouvement de la clavicule et de la première côte et essayez de plutôt faire descendre les mouvements respiratoires vers des mouvements du diaphragme. Et on sait que le diaphragme est libre et fonctionne bien si on a ce qu'on appelle, alors de façon tout à fait impropre, une respiration ventrale. Une respiration ventrale, ça veut dire que quand le diaphragme descend, les muscles abdominaux sont suffisamment détendus pour que la compression du diaphragme sur l'abdomen permette au ventre de se gonfler un petit peu. Puisque c'est du liquide dans cette cavité abdominale, les liquides sont incompressibles, donc la pression du diaphragme sur les muscles abdominaux, si on n'a pas crispé les muscles abdominaux, ça fait que le ventre se gonfle. Mais inversement, parce qu'on a une certaine élasticité, puis quand même une certaine tonicité de la paroi abdominale, quand le diaphragme se relâche et remonte, l'abdomen revient. Donc, pour avoir une respiration qui est basse, qui est diaphragmatique, une façon que l'on peut faire, c'est de vérifier qu'il y a cette respiration abdominale. Si vous ne la connaissez pas, si vous ne la pratiquez pas, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à lutter contre l'anxiété. Donc commencez allongé le soir, tranquillement, les mains sur le ventre, et voir si tranquillement, à l'inspiration, vous pouvez laisser le ventre se soulever. Il ne faut pas faire quelque chose d'actif, vous le laissez simplement, vous vous détendez jusqu'à ce que le ventre se soulève, et qu'à l'expiration, le ventre vienne. Et puis une fois que vous êtes habitué, essayez toute la journée de rester suffisamment détendu pour qu'on puisse voir ce fonctionnement abdominal qui est simplement un reflet du fonctionnement du diaphragme. Si vous voulez voir comment fonctionne le diaphragme, alors il faudra être suffisamment détendu. On peut aller tâter avec les doigts le diaphragme. Donc on essaye de bien détendre la paroi abdominale. Et sur une expire, en se penchant un petit peu vers l'avant parce que c'est plus facile, on peut aller chercher, alors c'est vraiment sous les côtes, on va venir sentir les sites d'insertion du diaphragme. Et ensuite sur une inspire, il y a quelque chose qui repousse les doigts, ça c'est le diaphragme. Et sur expire, on ne sent plus vraiment grand chose. Inspire, ça nous repousse les doigts. Expire, on revient en place. Donc là on sent juste le début, l'insertion du diaphragme sur les côtes, mais bien sûr, le diaphragme, il se continue en profondeur et il revient derrière s'accrocher sur les vertèbres et même jusqu'en bas sur les vertèbres lombaires. Et pour terminer, mettons le titre, c'est le schéma des mécanismes de la ventilation chez l'être humain. À bientôt.